Le bilan de santé, un moyen d'examiner et de détecter d'éventuelles pathologies. C'est un conseil important des médecins afin de permettre aux populations de connaître leur état de santé. Au moment où les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète deviennent récurrents, le meilleur moyen de les repérer plus tôt et pouvoir les gérer reste le dépistage précoce qui passe par le bilan de santé. Cette pratique médicale a de nombreux avantages. C'est pour détecter le foie, le rein, faire le bilan sanguin, la NFS, faire la parasitologie, faire l'examen des prostates pour voir si la prostate est malade ou pas. Si vous avez le diabète et que vous ne savez pas que vous avez le diabète, vous allez mourir du diabète. Alors que si vous savez que vous avez le diabète, il y a les médecins qui sont là pour vous accompagner, pour vous donner les règles diététiques pour que vous ne soyez pas victime de cette maladie qui est le diabète, par exemple. Ce que nous conseillons, c'est de chaque 6 mois, il faut faire un bilan de santé. Ou du moins, chaque année, il faut faire son bilan de santé. Au moins une fois par année, c'est déjà bon. Pour voir si vous souffrez de quelque chose ou pas. C'est un ensemble d'examens médicaux qui s'effectuent sur plusieurs pathologies quand on parle du bilan de santé ou examen de prévention en santé. Ceci permet aux spécialistes de suivre avec attention la phase de traitement d'une éventuelle maladie ou d'accompagner les patients pour une vie sanitaire appropriée. Quand ils viennent, nous leur conseillons de bien manger. Parce que vous savez, c'est ce que vous introduisez dans votre organisme. C'est ça qui vous cause les maladies. Quand ils viennent prendre les résultats, les médecins les prennent et leur donnent davantage de conseils. Voilà. Même si vous faites le bilan et on voit que vous êtes bien, c'est aussi bien. Vous avez fait le bilan quand même. Et vous avez profité, le médecin va profiter pour vous donner davantage de conseils. Parce que si on trouve que votre foie est bien, c'est parce que vous faisiez des bonnes pratiques. Vous ne faisiez pas excès de l'alcool. Vous ne prenez pas des médicaments de la rue. Vous ne prenez pas des tisanes en désordre. Donc les médecins sont là pour vous donner davantage de pour que vous puissiez continuer à protéger ces appareils essentiels pour l'organisme. Les gens ne comprennent pas l'importance de faire le bilan de santé. Voilà, c'est ça que nous voulons inculquer d'ailleurs à la population pour que les gens ne se lèvent pas un jour et puis tu es détruit par le diabète, et tu es détruit par ton hypertension alors qu'on peut te suivre et que tu peux vivre avec ta maladie. Le bilan de santé permet de pouvoir vivre en bonne santé, mais pour des raisons financières ou d'ignorance, la plupart des citoyens ne s'y intéressent pas, ce qui nécessite une sensibilisation et un rappel sur l'importance de cette pratique médicale. Si on me donne rendez-vous, je viens à cause de la santé de moi-même et de l'enfant, pour que l'enfant soit en bonne santé et que moi aussi je sois en bonne santé. C'est une bonne chose de se faire suivre. Adjo Messon est une femme enceinte. Elle est ici pour le suivi médical. Dans le domaine de la médecine, le suivi se définit comme l'ensemble des visites préventives et périodiques effectuées chez un médecin. Cette pratique médicale permet, selon les spécialistes de santé, d'éviter d'éventuelles maladies chez certains et pour d'autres, suivre avec précaution leur traitement. Le suivi médical concerne aussi bien les enfants que les adultes, les femmes enceintes, les travailleurs de certaines entreprises et les enfants, par exemple, sont des personnes bien portantes, mais pour qui le suivi médical est important. Quand on n'est pas malade, il s'agit éventuellement du suivi pédiatrique. Il s'agit là de voir l'enfant déjà dès la naissance jusqu'à son adolescence, dans le but d'abord de s'assurer qu'il n'y a pas des maladies congénitales chez cet enfant-là, dans le but également de surveiller sa croissance, surveiller son développement affectif, surveiller son développement psychomoteur et aussi la vaccination, s'assurer que l'enfant a pu faire toutes ces vaccinations, parce que ces vaccinations-là permettent d'éviter la plupart de certaines maladies. Dans le suivi de la femme enceinte, de la conception jusqu'à l'accouchement, il s'agit de s'assurer que la femme bénéficie de certains médicaments indispensables. C'est aussi l'occasion de s'assurer que la femme est dans de bonnes conditions, que le bébé se développe bien et qu'elle peut accoucher dans le centre où elle fait ses CPN. Grâce au suivi chez la femme enceinte,
on arrive à détecter la présence de certains signes d'urgence qui nécessitent par exemple une référence vers un centre plus adapté pour l'accouchement. Ceci dans le but de réduire la mortalité et la morbidité chez les femmes enceintes. Si on prend le cas de la cimenterie, si on prend le cas des industries à plastique, souvent dans ces entreprises-là, les métaux auxquels les salariés sont en contact, ces métaux-là sont connus pour, à long cours, par exemple, être cancérigènes. Donc, le but de suivi dans ces cas, c'est de s'assurer que le salarié n'ait pas eu à développer ces maladies-là et s'il arrivait un cas, qu'il soit vraiment indemnisé par la société. Le suivi des malades concerne quant à lui les personnes atteintes d'une affection aiguë ou chronique. Après l'utilisation des médicaments, le médecin donne un rendez-vous au malade. Ça aussi, c'est le suivi dans une maladie aiguë. Donc ce rendez-vous, ça permet de s'assurer que le malade, après avoir pris les produits, est véritablement guéri, qu'il n'ait pas eu à développer d'autres signes ou d'autres symptômes en rapport avec les médicaments qui ont été prescrits. Les maladies chroniques, ce sont les affections qui durent dans l'organisme au-delà de 6 mois. Et selon l'affection, la périodicité du suivi est établie. Donc si on prend le cas de l'adulte, on a les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète, telles que les affections rhumatismales. Donc dans ces cas de mesure, le but du suivi, c'est d'abord de s'assurer que le malade observe bien son traitement, de s'assurer aussi que le traitement qui est mis en place est toujours efficace, de s'assurer qu'il n'y a pas apparition d'une complication quelconque. Le suivi médical est donc d'une importance capitale. La négligence ou le mauvais suivi peut avoir des répercussions graves sur la santé. Un suivi qui est mal fait, chez ces patients-là, on peut avoir l'apparition des complications de ces pathologies-là qu'on voulait éviter. Lorsque le suivi, par exemple, chez l'enfant aussi n'est pas fait de manière régulière, il peut apparaître, à l'instar d'un développement psychomoteur qui ne se fait pas très tôt, on peut avoir ce type de complications-là et c'est des retards qui vont se répercuter sur la vie sociale de l'enfant. Pour une bonne santé, il est conseillé de débuter tôt le suivi médical et le faire régulièrement. La protection des personnes et des biens de jour comme de nuit devient une nécessité. Plusieurs moyens de sécurité s'offrent aux services comme aux maisons d'habitation dans ce cas. Parmi eux, celui de l'installation d'une caméra de surveillance. Un dispositif indispensable et efficace, servant souvent de dissuasion pour les malfaiteurs ou voleurs, dans la mesure où elle peut permettre de visualiser à distance l'intérieur tout comme l'extérieur d'une habitation. S'équiper d'une caméra de surveillance devient donc un impératif. Une caméra de surveillance, c'est comme un agent de sécurité. La nécessité d'avoir une caméra de surveillance, c'est d'abord la nécessité de sécuriser un matériel ou une zone. C'est vraiment primordial. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train d'assurer nos biens, nos domaines et nos magasins. Si nous n'avons pas des caméras pour ce que nous appelons dans le jargon technique la levée de doute, l'assurance ne peut pas dire que non, on vous a volé. Elle va penser que c'est vous-même qui avez dissimulé vos matériels et vous l'avez convoqué pour vous dédommager. La caméra, c'est un matériel de technologie de surveillance qui permet de sécuriser une zone 24 sur 24, que ce soit sous la pluie. Et quand il fait tellement noir que vous ne pouvez même pas voir à plus de 5 mètres, une caméra est capable avec son autre système qu'on appelle mode nuit, de voir dans l'obscurité purement totale en passant par le mode infrarouge. Il existe cependant de grands types de caméras de surveillance. Des caméras associant parfois des notions de vidéosurveillance selon le besoin. Nous avons des caméras IP et des caméras qu'on va communément appeler HD ou bien SD. Donc les caméras IP, elles vont travailler comme on l'appelle IP Internet Protocol. Ça permet d'utiliser le réseau informatique pour transporter les images et le son de la caméra. L'autre système HD permet seulement d'utiliser un câble coaxial qui va seulement avoir 2 fils.
l'autre pour la vidéo et l'autre pour l'alimentation. Nous avons beaucoup de matériel de surveillance, mais aujourd'hui les caméras sont les plus répandues. Il y a aussi les caméras de surveillance que l'État est en train de lancer sur nos voies. Nous sommes en train de les voir dans certains endroits, dans certains grands carrefours. Ça permettra à la longue, lorsque nous sommes tous reconnus et identifiés, reliés à nos moyens de déplacement, de faciliter le travail de la police en matière de recherche de motos volées ou bien de voitures volées. Ça permettrait facilement de retrouver la voie que le voleur a prise et les directions dans lesquelles le voleur est passé. On aura aussi besoin de nous autres, ceux qui sont des citoyens, qui ont des caméras, qui sont braqués vers la route. On pourra passer chez vous, revoir l'image et voir si le voleur, quand il est venu par exemple dans votre quartier, est-ce qu'il n'a pas pris votre voie et est-ce qu'il n'est pas parti vers l'est ou bien vers l'ouest. Bien que la mise en place d'une caméra de surveillance chez soi est un avantage, son installation cependant requiert une certaine connaissance et un certain professionnalisme. Pour donc éviter des surprises désagréables dans les domiciles, sociétés et magasins de vente, il serait bien de recourir à l'installation d'une caméra de surveillance. Elle joue un rôle essentiel dans le processus éducatif d'une personne et constitue a priori l'une des bases de la construction des identités individuelles. Il s'agit de la langue maternelle, encore appelée langue locale. Chez l'enfant, c'est elle qui garantit le décollage intellectuel dès le bas âge en lui apportant l'élément fondamental d'équilibre, lui permettant de verbaliser sa pensée et de s'intégrer harmonieusement dans le monde qui l'environne. Au Togo, l'on compterait une quarantaine de langues locales, dont l'Evé et le Kabyé, qui, elles, sont reconnues comme des langues nationales. Que ce soit ici au Togo comme ailleurs dans d'autres pays, les langues locales jouent un rôle important dans le développement des communautés. Les langues locales, c'est la marque de l'identité culturelle en réalité. Nous sommes en Afrique, et donc chaque peuple avec son patois. Et ces langues-là permettent de faire asseoir nos identités culturelles, nos traditions, nos mœurs, nos us et coutumes, etc. Qui parle de patois, qui parle de culture, qui parle de civilisation, parle de la langue. Alors, nous constatons que les langues meurent à petits coups et donc ce sont les traditions, la culture qui meurt comme ça. Alors, nous avons pris la chose au sérieux. Et nous voulons vraiment faire croire à tout le monde, à la population, à tout individu, que pour garder son identité culturelle, il faut vraiment maîtriser sa langue locale, sa langue maternelle. Et donc, maîtriser la langue maternelle, c'est pérenniser la culture. C'est pérenniser sa culture, c'est pérenniser sa civilisation, ses coutumes et autres. Malheureusement, fort est de constater que ces langues locales de nos jours sont en train de perdre de la valeur face aux langues étrangères telles que le français, l'anglais et bien d'autres qui servent de langue nationale dans plusieurs de nos pays africains. Une situation déplorable face à laquelle certains promoteurs de langues locales ne restent pas indifférents. Et pour revaloriser ces langues, ils mettent en place certaines initiatives. Nous avions mis en place une structure de formation et nous essayons d'enseigner ces différentes langues-là aux apprenants, à ceux qui sont désireux et qui cherchent à garder toujours la culture. La formation n'est pas aussi ce que nous voyons à l'école. Nous avons retenu le samedi et la journée de samedi est consacrée pour ces langues-là. On commence à 15h et on finit à 20h ou 21h. Réintégrer l'apprentissage des langues locales au sein des programmes scolaires, c'est l'un des combats actuels de ces didacticiens et linguistes. Pour ce faire, ils en appellent à la responsabilité tant des parents que des autorités éducatives du pays. S'il faut donner un conseil à la population, je les exhorterai à accepter, maîtriser leur langue maternelle. Ce qui lui permettra de garder l'identité culturelle, de garder sa culture, de garder ses traditions là où il est né. Je lancerai un appel vraiment à nos autorités de promouvoir les langues locales comme nous le pensons ici. Je souhaiterais que ces langues locales, nous sommes au Togo, Evé, Kotokoli, Kabyé, Moba, Koso, soient des langues qu'on puisse intégrer dans nos programmes scolaires, qui obligeraient les élèves à prendre la chose au sérieux et pour pouvoir les maîtriser. Cela nous permettra de garder nos coutumes et autres.
Il revient donc à tout un chacun de jouer sa partition afin de contribuer d'une manière ou d'une autre à une meilleure promotion de ces langues qui représentent nos identités d'origine.